Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue à chacun et à tous sur ce nouveau numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ce dimanche, mais peu importe. Je souhaite simplement que vous nous accordiez une attention particulière pour les prochaines minutes, parce que justement, je vous propose ce dimanche d'aller à la découverte d'une œuvre, à la découverte d'un auteur, à la découverte justement d'une série de chroniques écrites depuis bientôt 5 ans maintenant. Elle est journaliste. C'est vrai que sa spécialité, c'est beaucoup plus la communication, mais elle s'intéresse à diverses questions de l'actualité nationale et même internationale. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et auditeurs, nous irons à la découverte de cet ouvrage Un jour, une chronique de Anita Marcos. Vous l'avez compris, c'est notre invitée. Madame Marcos, bonjour. Bonjour, Jean-Claude. Vous allez bien, j'espère? Je vais bien. Vous êtes diplômée en communication et relations internationales, journaliste et communicatrice, et aujourd'hui auteur. Comment en arrive-t-on à avoir un parcours comme le vôtre? Alors, comme vous avez dit, je suis diplômée en licence en communication et relations internationales. Après, la passion pour l'écriture a toujours été présente, bien qu'ayant choisi cette filière-là. Donc, tout de suite après ce diplôme-là, j'ai dû faire comme tout le monde des stages. Bon, j'ai commencé par Média Production avec Steve et Inès Fassia, qui a fait quand même son travail en moi, parce que c'est toujours des questions de com. Après, j'ai été à l'ETB, à la télé, où là, forcément, tu développes ton talent de l'écriture, parce que quand tu vas en reportage, tu dois écrire ton commentaire toi-même et le faire poser. Tu dois écrire le lancement qui doit être lu sur le plateau. Donc, c'était un exercice quotidien qui a peut-être permis aussi d'affiner ma plume. J'ai fait pas mal de chaînes de télévision, E-Télé, la cellule de communication de la LNB. Donc, j'ai eu à faire tout ça. Et puis, malgré tout, c'est quand même la plume qui a pris le dessus. Bon, vous n'allez pas dire, comme tout le monde, que vous avez déjà commencé par écrire dans le ventre de votre maman. Non, Parce je ne que vais pas dire ça. souvent, on entend les artistes dire qu'ils chantent déjà depuis le ventre de leur maman. C'est venu chemin faisant. C'est vrai qu'au collège, j'aimais beaucoup lire. Oui. Donc ça aussi, ça a peut-être participé à tout ce qu'on dit aujourd'hui. Bon, maintenant, je suis quand même responsable d'une agence de communication aussi. Et voilà. La plume ayant dominé, nous sommes arrivés à sortir maintenant un livre. Un jour, une chronique. Est-ce que vous aviez pensé, lorsque, il y a 5 ans, vous écriviez votre première chronique, est-ce que vous aviez pensé compiler cela en un ouvrage? Alors, pour dire vrai, à la base, c'est parti juste comme ça, parce que j'avais l'habitude d'écrire des textes et de les conserver pour moi-même. Et puis, une connaissance m'a dit un jour, mais puisque tu aimes tant écrire, pourquoi tu ne partages pas tes chroniques via les réseaux sociaux? Donc, c'est parti comme ça. Mais pour dire vrai, ayant expliqué ce départ-là, je n'avais pas pensé à la finalité qui est le livre dont on parle actuellement. D'accord. Mais aujourd'hui, vous en êtes arrivé à un ouvrage de plusieurs pages. Quel est votre sentiment? Est-ce que votre ami vous a bien inspiré ou bien vous regrettez d'être arrivé là? Pour dire vrai, oui, elle m'a inspirée parce que dès qu'elle a parlé de cette idée de partager les chroniques, j'ai suivi son conseil ou sa proposition. Et puis, il s'est fait que ça a donné. J'ai eu de bons retours, les gens ont apprécié la chronique, ont apprécié ma plume. Oui. Et donc, oui, aujourd'hui, le sentiment, c'est un sentiment de fierté parce que écrire des tests pratiquement chaque jour pendant 5 ans, c'est pas donné à tout le monde. Donc, vous avez écrit tous les jours? Il n'y a pas un seul jour où vous n'avez pas écrit? Pratiquement tous les jours au départ. Et puis après, responsabilité oblige, j'ai dû me résoudre à faire 3 chroniques par semaine. Oui. Et vos chroniques touchent quel sujet de l'actualité précisément? Alors, c'est là ma particularité, si je peux m'exprimer ainsi, parce que mes chroniques touchent à tout. Je parle de tout et de rien, je parle du sport même, je parle de sexualité, des sujets les plus inattendus. C'est un peu ça la richesse de... Pourquoi avez-vous fait ce choix? Ce n'est pas un choix, tout dépend de l'inspiration.
tout pratiquement m'inspire. Tant que je vois quelque chose, je vis une situation ou qu'on parle d'un détail à côté de moi, tant que ça m'inspire, ma plume matérialise. Donc, en fait, vous n'avez pas une orientation claire, vous touchez à tout. À tout. Et selon les événements, vous pouvez être inspiré pour écrire une chronique. Tout à fait. Cependant, je dois avouer que la politique a beaucoup plus retenu mon attention. Ça fait plus de 80% de votre ouvrage, les chroniques politiques. Tout à fait. Oui. Et pourtant, on n'a pas retenu tous les tests. Donc, oui, je touche à tout, mais avec un amour particulier pour la politique. D'accord. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. J'aime tout ce qui est politique. Les questions politiques m'intéressent, les questions de développement, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour arriver à participer à la construction de son pays, la diplomatie internationale, tout ce qui touche à la politique m'intéresse naturellement. Est-ce que cela vous intéresse naturellement ou vous êtes en politique? Non, pas encore. Je ne suis pas encore en politique. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en politique? Non, 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 pas encore. J'ai eu pas mal de sollicitations. Oui, mais le jour de votre lancement, on a vu beaucoup d'acteurs politiques présents au lancement de votre ouvrage. Donc, nous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas en politique, ça aiguise notre curiosité. Je ne suis pas encore en politique. C'est vrai, il y a des sollicitations, il y a des démarches, des personnes qui sont venues vers moi pour que ça se fasse, mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Maintenant, les hommes politiques présents au lancement, c'est normal parce que j'ai écrit à propos de plusieurs d'entre eux et j'ai développé pas mal de thèmes politiques que les uns et les autres, parlant des politiques, ont appréciés. Et donc, je suppose qu'ils se sont sentis le devoir de venir me soutenir et de venir s'acquérir aussi le livre en question. Je suis quand même curieux de savoir pourquoi les questions politiques vous intéressent et que vous hésitez à faire le pas vers la politique. Il y a quand même un contraste. Non, vous n'oubliez pas qu'à la base, je suis journaliste. D'accord. Le journaliste ou le communicateur, à la base, n'a pas de position. Donc, oui, mais dans vos chroniques, vous avez des positions. Tranchées, d'ailleurs. Tranchées. Oui, tant que les positions sont... Même les positions politiques sont tranchées. Oui, tant que ces positions-là ne penchent pas d'un seul côté, je pense que c'est équilibré. Donc, vous êtes sûr que c'est équilibré parce que dans votre chronique, et ça a été relevé le jour-là, il n'y a pas d'équilibre. Hein? Si, vous avez beaucoup plus écrit pour les mouvanciers que pour les opposants. Non. Bien sûr. Non, si vous voulez, on peut compter. On a écrit pour les mouvanciers, j'ai écrit sur les opposants aussi. C'est vrai qu'il n'y en a pas assez pour les opposants, mais il y a un déséquilibre. Non, ce n'est pas un déséquilibre. Et c'est quoi? J'ai envie de dire que, puisqu'on a parlé d'inspiration tout à l'heure, donc pour l'instant, les mouvanciers sont plus à l'avant. Ils vous inspirent plus. Acteurs, de tout ce qui se passe là tout de suite. C'est vrai que les opposants aussi y participent, mais sur le devant là tout de suite, on parle des mouvanciers. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de mouvements du côté de l'opposition non plus? Ça a commencé Votre à bouger. chronique est orientée, c'est ça? Non, ça a commencé à bouger maintenant à partir du moment où on a eu une présentation de l'opposition à l'Assemblée. Donc, je trouve que ça commence à bouger. Voilà. Donc, ça veut dire que vos prochaines chroniques, l'opposition aura la possibilité d'être servie, c'est ça? Oui, oui, bien sûr, puisque je m'intéresse à tout et à tout le monde, à toutes les parties. D'accord. Alors, on retrouve combien de chroniques dans votre ouvrage? Alors, pour prétention mise à part, depuis 5 ans, on compte exactement plus de 500 chroniques. Vous avez écrit 500 chroniques? Tout à fait, plus de 500 chroniques. Oui. Cependant, puisqu'il a été question de faire une compilation de quelques-unes dans un livre, ce n'était pas évident de garder les 500. Donc là, dans un jour, une chronique, il y en a 172. On a pu retenir que 172. 172, ça n'a pas été facile, j'imagine. Pas du tout, parce qu'on a envie de garder tous les tests. Chaque test, je les ai écrits avec soin, avec inspiration, avec beaucoup de passion. Donc forcément, ça a été très, très, très difficile de retenir ces 172 tests. Mais on était obligé de faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui a guidé vos choix? Pourquoi vous avez préféré telle chronique plutôt qu'à telle autre? Déjà par rapport au retour que j'ai eu, par rapport aux sentiments que j'ai personnellement ressentis en écrivant tel ou tel autre test. Il y a ça. Il y a les retours des followers, des suiveurs aussi, qui ont motivé quand même les choix des chroniques retenues. D'accord. Et les autres chroniques, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les jeter ou vous allez produire un deuxième, troisième, quatrième tome de un jour une chronique? C'est en réflexion.
C'est en réflexion. Vous n'avez pas encore décidé? Non, pas encore. C'est pourquoi on n'a pas mis tome 1. Oui, mais qu'est-ce que vous faites d'être chronique qui reste? On va en faire quelque chose, mais je ne sais pas encore. J'ai pas encore réfléchi à la suite. Mais vous n'avez pas cessé d'écrire. Chaque jour, vous continuez à écrire, n'est-ce pas, Madame Marcos? Oui, j'ai pas cessé d'écrire. Mais donc, il faut trouver une destination aux chroniques. Voilà, on va trouver. D'accord. Ne en faites De pas. toute façon, notre suggestion, c'est bien qu'il y ait d'autres tomes pour que les lecteurs puissent s'abreuver à votre plume et tout le reste. Alors, nous allons parler du contenu de votre ouvrage. Est-ce qu'il est possible que vous nous présentiez un jour une chronique à tous les téléspectateurs qui vous suivent et aux auditeurs qui vous écoutent? Alors, brièvement, on Oui. va aller brièvement. Un jour, une chronique est un livre de 172, enfin, de 442 pages exactement et de 172 chroniques. Oui. D'accord? Maintenant, c'est vrai que je touche à tout, il y a plusieurs rubriques, mais on a retenu spécialement 4 rubriques qui sont la politique, la gastronomie, la société Oui. et les questions d'amour et de sexualité. Voilà. Alors, il y a plusieurs tests par rubrique, aussi intéressants les uns que les autres. Je ne le dis pas parce que je suis auteur, mais par rapport à la façon dont j'ai été inspirée pour les écrits, au retour que j'ai quand même eu. Donc, brièvement, c'est ce qu'on va dire. Il y a quelques images illustratives dans le livre. Et puis, la couverture a été faite de sorte à être attrayante, Oui. si je puis le dire ainsi. Il y a la biographie qui résume un peu ma personnalité. Et puis, mon profil professionnel, si je Ouais. puis le dire ainsi. D'accord. Voilà. Vous dites que vous n'êtes pas en politique. Je ne reviens pas sur ce secteur, Madame Marcos, rassurez-vous. Mais votre ouvrage a été préfacé par le professeur Joseph Diagbénou, qui est le président d'un parti politique. Expliquez-nous votre choix. Alors, le professeur Joseph Diagbénou fait partie des politiques qui me lisaient régulièrement et qui me faisaient des retours, qui suivaient, qui me donnaient, qui partageaient avec moi leurs opinions tant qu'il y avait des choses à corriger ou tant que peut-être on n'avait pas le même avis sur les mêmes questions. Oui. Donc, forcément, étant donné qu'il fait partie d'une des personnes les plus fidèles à un jour une chronique, je me suis tournée vers lui et puis il a accepté avec plaisir de le faire. Oui, mais vous ne croyez pas que cela soit tendancieux, parce que c'est le président d'un parti politique qui a préfacé votre ouvrage. À votre lancement, ce parti était fortement représenté, même si vous nous dites ici que ce sont des amis, des sympathisants et tout le reste. L'a-t-il préfacé en tant que professeur, en tant qu'avocat ou en tant que président d'un parti de la mouvance? J'ai envie de dire qu'il a préfacé en tant que littéraire d'abord. Parce Littéraire. que, oui, vous n'êtes pas sans savoir que le professeur Diagbénou aussi est un écrivain et qu'il est un auteur. Et donc, forcément, s'il a un amour pour les lettres, c'est sur cette base-là que moi je l'ai contacté. Parce que, comme je viens de dire, il a l'habitude de lire mes textes et d'apprécier. Donc, ça n'a rien à voir avec la politique, même si tout porte à croire que c'est le hasard, j'ai envie de dire. Le hasard. Vous croyez au hasard? Oui, je crois au hasard. Vous pensez que c'est hasardeux, ça? Oui. D'accord. Si vous le dites. Alors, Madame Marcos, nous allons nous intéresser maintenant au contenu de vos chroniques. Vous avez dit tout à l'heure que vous écrivez compte tenu de l'actualité, des événements et tout le reste. Mais est-ce que les chroniques que vous écrivez reflètent votre personnalité? Oui, je crois que ces chroniques-là reflètent ma personnalité. C'est pourquoi souvent les gens qualifient ma plume de spéciale. C'est-à-dire qu'ils disent souvent que ma plume ne ressemble pas à celle des autres et qu'elle est particulière. Oui. J'essaie d'écrire en me projetant moi-même dans ce que j'écris, en y mettant ma propre vision, ce que j'ai envie de dire, mes propres opinions, sans forcément coller à l'opinion générale. Oui. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui fait ma particularité. C'est pourquoi j'écris à propos de tout. D'accord. De la façon dont je le ressens. D'accord. Même les chroniques qui sont liées à la sexualité, c'est votre personnalité? Oui, aussi. J'ose vous poser cette question parce que vous avez osé écrire. Oui, je pense qu'il faut être audacieux dans la vie. Et donc, puisque j'ai toujours envie de partager mes opinions, mes avis avec les gens,
aucun sujet ne résiste à ma plume. D'accord. Même les chroniques que vous écrivez dans le domaine de la cuisine Oui, la reflètent cuisine. votre personnalité? Oui, la cuisine parce que j'aime bien manger. Oui, bon, ça c'est de l'autorité publique. Hein. Voilà, je suis un fin gourmet. Ouais. J'aime bien tout ce qui est bien préparé et bien présenté. J'aime prendre de la bonne boisson. Donc forcément, oui. Par contre, les mets à propos desquels j'ai écrit sont surtout nos mets locaux. D'accord. Les repas de chez nous. Le consommation local. Voilà, pour aussi participer à la sensibilisation par rapport au consommation local. Donc la majorité de mes textes qui sont dans le livre et qui parlent de nourriture sont directement liés au consommation local. Si d'accord. Le jour du lancement de votre livre, Madame Anita Marcos, un écrivain très bien connu a fait la remarque que vos textes ne sont pas critiques. Vous lui avez apporté une réponse, chacun en a fait son commentaire, mais oui, pourquoi vos textes ne sont pas critiques? Alors, je vais vous redire la même chose. Je vais vous redire ce que j'ai dit. Aujourd'hui, vous pouvez dire plus que ce que vous aviez dit la dernière fois. Je vais dire ce que j'ai dit à ce collègue écrivain. Oui. J'ai dit qu'à partir du moment où quelqu'un écrit et qu'il a l'audace de publier, c'est qu'il prend parti. Quelqu'un a dit qu'écrire, c'est prendre parti. Oui. Et à partir du moment où je partage des avis parfois tranchés, des avis que tout le monde ne partage pas avec moi parce que j'ai de ce genre de retour, à partir du moment où j'ai le courage de dire ce que pas mal de personnes pensent bas, je pense qu'il y a de la critique. Je pense qu'il y a de la critique. On va pas... Bon, je ne suis pas dans la tête de l'écrivain qui a posé cette question ce jour-là, mais je pense lui avoir répondu. Vous maintenez cette réponse. Donc, vous pensez que parce que vous prenez parti, vous êtes critique, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Okay. Je pense, oui, à partir du moment où tu écris et que tu publies et que tu sais que tu auras des retours, c'est que tu prends une certaine... tu prends ton courage à deux mains, tu dis ce que peut-être d'autres ne pensent pas comme toi. Tu le dis, à partir de ce moment-là, c'est critique parce que ça veut dire, non seulement ça veut dire que tu développes par rapport à tes propres opinions, mais que tu es prête à avoir les critiques, les retours des autres. Donc, si écrire, c'est prendre position, je pense que je suis critique dans mes écrits. Est-ce que ce n'est pas parce que quelquefois vos chroniques sont laudatives, c'est-à-dire que on vous écoute ou on vous lit des fois en train de célébrer les gens, en train de faire leur portrait. Souvent, vous n'allez pas dans le mauvais sens. Est-ce que ce n'est pas ça qui amène votre collègue auteur à penser que vos chroniques ne sont pas critiques? Oui, je pense que c'est peut-être ça, mais je crois aussi qu'il faut faire les bonnes nuances. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faut célébrer les gens de leur vivant. Et si on devait garder le côté louange, peut-être que les gens penseraient même qu'on me paye pour faire. Mais je peux Nous allons justement parler, Madame Marcos. Je peux dire haut et fort ici que personne ne m'a payé pour écrire quoi que ce soit à propos de lui. Personne ne vous a appelé un jour pour dire je vois, vous avez écrit sur telle personnalité politique, je veux bien que vous écriviez sur moi aussi. Non. Les quelques fois où c'est arrivé, c'était pour le travail ou par exemple les législatives où je devais écrire à propos d'un parti entier sur les localités dans lesquelles ce parti était représenté. Mais jamais on ne m'a appelé pour dire écrire à propos de moi. Vous avez été payé pour ça, c'est ça, c'est une prestation de service. Oui, ça c'était une prestation de service. Mais par rapport à ce que les gens pensent, non. En fait, puisque je parle toujours d'inspiration, quand j'écris à propos de quelqu'un, c'est parce que peut-être j'ai suivi un peu ce que la personne a fait, j'ai suivi un peu son parcours, j'ai fait des recherches et que ce qu'il fait comment on va dire, me motive à écrire sur lui. Vous allez voir, je n'ai pas écrit sur tous les acteurs politiques, c'est pas un hasard. Les personnes sur lesquelles j'ai écrit, c'est parce qu'elles m'inspiraient et parce que quelque part, j'ai trouvé qu'il y avait un effort de travail, un effort de participation à l'épanouissement des populations. Donc, vous ne refuserez pas si un jour je vous demandais d'écrire une chronique sur moi? Non, je ne refuserai pas. Pourquoi vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent? Parce que je ne vous inspire pas, c'est ça? Pas encore. Ah ouais? D'accord. Peut-être que vous le feriez un jour, sait-on jamais. Alors, Madame Marcos Anita,
C'est vrai qu'à partir de ce moment, vous avez votre ouvrage disponible. Les téléspectateurs et auditeurs voudraient bien savoir là où ils peuvent s'en procurer. Alors, pour l'instant, nous sommes toujours en train de faire les courses pour déposer le livre dans les librairies. Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas encore disponible dans la librairie? C'est disponible déjà à mon agence de communication. Il y a un numéro sur lequel les gens peuvent appeler pour s'acquérir le livre en question. Mais tout n'est pas toujours facile dans notre pays. Quelles sont vos difficultés? C'est le moment d'en parler. Peut-être qu'on pourra vous trouver une solution. Pour déposer les livres, les librairies demandent un certain pourcentage qui, à mon humble avis... Avant le dépôt, c'est ça? Oui. Non, pas avant le dépôt. Un pourcentage sur les ventes. Oui, tout à fait, c'est ça. Et à mon humble avis, ça m'a un peu refroidi quand j'ai fait le tour. Donc, je me suis retirée pour réfléchir à peut-être une meilleure option pour pouvoir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que j'ai toujours dit à mes amis que je comprends un peu pourquoi un écrivain ne peut pas être pêché au Bénin. Parce que si sur un livre, tu dois donner un pourcentage aussi élevé, c'est pas comme si tu pouvais rentrer dans tes fonds ou bien même faire du profit sur la vente de tes livres. Bon, maintenant, il y a aussi le fait qu'à la base, c'est pas forcément la vente de livres ou les sous qui ont motivé moi la sortie de mon livre. Il y a le fait que plusieurs personnes m'aient demandé de faire ça, de faire un recueil de mes tests. C'est pour la postérité aussi. Il y a le fait de vouloir laisser des traces et de marquer son passage aussi. Mais ça n'empêche pas que nous puissions quand même continuer à réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire, quitte à aller revoir ces librairies et à discuter avec elles. Vous avez quand même une maison d'édition. Qu'est-ce que cette maison fait? Ou bien vous avez édité vous-même votre ouvrage? Alors oui, il y a une maison d'édition, mais voilà, nous sommes en train. Bon, peut-être que vous n'avez pas envie de dire un certain nombre de choses, mais je pense quand même que tout ça relève également de l'édition de votre livre. Oui, c'est vrai que j'ai rencontré déjà sur mon chemin pas mal de personnes qui m'ont demandé pourquoi je m'en occupe moi-même. Oui. Mais je vous ai dit qu'au Bénin, les gens ne fonctionnent pas comme ailleurs et que les réalités sont différentes. Il faut juste pas, on n'en parle pas toujours, mais c'est pas vraiment ce que les gens... C'est le moment d'en parler, si vous le permettez. Madame Anita Marcos, vous êtes maintenant dans le milieu de la littérature et vous avez certainement des difficultés que vous rencontrez après avoir fait l'effort intellectuel d'écrire. Parlez-nous-en. Peut-être que, et comme je le dis souvent, je l'ai dit la dernière fois avec Sagbouran, il y a des gens qui vous suivent, des gens qui vous écoutent, et peut-être qu'à partir de là, ils peuvent servir à quelque chose. Donc, dites-nous de quoi vous souffrez. Oui, je suis en train d'en parler sans pour autant aller trop dans les détails, parce que après tout, c'est quand même la maison d'édition qui a... c'est sous cette maison d'édition que mon livre est paru. Oui. C'est vrai, comme je pense que tout ce que j'ai dit est quand même assez clair. Et pour vous, peut-être. Pas pour non, vous. c'est assez clair quand je dis que beaucoup de personnes me demandent pourquoi je m'en occupe moi-même. Oui. C'est pour dire que peut-être après l'édition du livre, le reste, personne n'a plus rien demandé. Personne n'a plus rien demandé. Non. Et que étant une personne qui ne baisse pas les bras, que je continue de me battre pour quand même faire ce qu'il faut pour la promotion de mon livre. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites pour la promotion de votre livre? Parce que de toute façon, un livre, c'est une œuvre intellectuelle, c'est comme un artiste qui sort un album. Il faut donc promouvoir. Qu'est-ce que vous faites pour la promotion? Là, puisque c'est toujours d'écriture qu'il s'agit, je ne me lasse pas de faire des communications à propos du livre sur mes réseaux sociaux qui portent quand même parce que j'ai des retours. J'ai dit à l'instant qu'à mon agence de communication, Signature Communication, le livre est disponible et qu'à la fin, peut-être, si vous permettez, on pourra donner le numéro pour que les gens puissent l'acheter. Après, il y a aussi quelques autorités qui me font l'amitié, si je peux le dire ainsi, ou la considération de me recevoir pour voir un peu, pour discuter autour de ce livre-là. Et récemment, donc, j'ai été reçue par Monsieur Modeste Kérikou, le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Tout à fait. Qui était attendu au lancement, mais qui n'avait pas pu venir empêcher. Et donc, qui, à ma grande surprise, a prévu toute une équipe pour prendre des photos, pour relayer et tout. Et donc, forcément, il m'a dit que c'était pour aussi... C'était sa façon à lui de m'aider dans la com
Et forcément, ça pouvait impacter d'une manière ou d'une autre. Donc, pour l'instant, ce sont ces quelques actions que je peux énumérer. Il y a des émissions sur lesquelles, comme la vôtre, sur lesquelles je dois aller aussi pour parler de ce livre-là. Et puis, on verra pour la suite. D'accord. Pour ceux qui sont dans la diaspora, à l'international, est-ce que vous avez pensé un peu à eux, à la disponibilité de l'ouvrage? Oui, on est en train d'y penser, même si parmi ces gens-là, il y en a plusieurs qui ont précommandé Oui. et qui trouvent le moyen de se faire parvenir le livre, peut-être par des intermédiaires. Pour l'instant, c'est ce qui est fait. Mais on est en train de penser à comment faire pour vendre aussi en ligne. D'accord. Ça pourra faciliter la tâche à tout le monde. Voilà, ce qui est important à dire également, Madame Manita Marcos, c'est que le jour du lancement de votre ouvrage, il y avait aussi dans le public un participant qui s'est préoccupé un peu des chroniques culinaires. Vous a même demandé s'il n'était pas possible d'aller jusqu'à proposer des recettes de cuisine. Est-ce que vous y avez pensé? Pour dire vrai, je n'y avais pas pensé à la base, mais c'est vrai que ça m'a fait tilt quand il en a parlé comme ça. Et je crois qu'il a dit qu'on se verra après pour voir si c'était possible de faire quelque chose par rapport à ça. Toujours pour la promotion de notre culture. D'accord. Alors, nous allons parler de la condition féminine, si vous le permettez. Vous êtes femme. Oui. C'est vrai que sur cette émission, les femmes se succèdent. C'est vrai également que vous avez écrit des chroniques sur la condition féminine, notamment le rôle des femmes en politique. Alors que vous n'y êtes pas vous-même selon ce que vous nous avez dit. Qu'est-ce que vous recherchez? Ce que je recherche et qui a commencé déjà à prendre, c'est que les femmes aient plus de possibilités de parler, de participer à la chose politique, aux questions de développement de notre pays. Personne n'a jamais empêché les femmes. C'est ce que je dis. Moi, c'est ma façon. Avant de m'y engager moi-même, pour l'instant, c'est ma façon déjà de promouvoir la femme, puisque j'ai écrit pas mal de textes sur des femmes dont le leadership féminin séduit quand même. Et donc, moi, à partir du moment où je les mets en lumière et que je développe des thèmes aussi qui parlent de leadership féminin, c'est ma façon à moi de montrer que les femmes sont aujourd'hui de plus en plus capables de le faire et qu'il y en a parmi elles qui ont de l'audace. Et j'espère que mes textes motivent celles qui sont encore derrière et qui ont peut-être peur de se mettre au devant de la scène et de jouer pleinement le rôle qui leur revient. Vous voulez les motiver? Oui, pourquoi pas. Si ce que je fais, si ce que j'écris arrive à motiver quelques-unes d'entre elles, à la bonne heure. Vous voulez les motiver à entrer en politique, c'est ça? Pourquoi pas? Alors que vous-même, vous n'y êtes pas. Alors, comment est-ce que vous les motivez? Non, je viens de dire avant de m'y engager. Parce que qu'est-ce que vous attendez? Dites-nous aujourd'hui quel est votre blocage, en fait. Il n'y a pas de blocage. Alors, pourquoi vous hésitez tant alors que vous voulez-vous motiver les autres à y aller et vous-même vous hésitez? Il faut. Moi, je pense que chaque chose a son temps. Elle peut vous servir la même réponse. Non, le problème au niveau de certaines femmes, c'est déjà le poids de la société, ce que les gens pensent du fait que, encore aujourd'hui, du fait qu'une femme soit en politique, c'est les hésitations, c'est peut-être des interdictions de leurs époux. Il y a des questions comme ça qui me reviennent. Je pense que c'est beaucoup plus ça le problème. Et il faut travailler à changer un peu cette façon de penser là et puis ce regard là que la société a des femmes qui s'engagent en politique ou dans toute autre fonction haute et publique. D'accord. Voilà. Alors, depuis quelques jours, donc vous avez lancé votre livre. Qu'est-ce qui a changé réellement dans votre quotidien? Est-ce que à partir de ce lancement-là, vous êtes regardé autrement par les uns et les autres? Est-ce que sur votre plan professionnel, quelque chose a changé? Alors, pour l'instant, je me sens comme avant. Personnellement, je ne pense pas que quelque chose ait changé par rapport à moi. Maintenant, dans mon quotidien, c'est vrai que j'ai plus de retours de personnes qui me félicitent et qui m'encouragent, qui envoient des messages simplement pour me dire merci pour ce que je fais et qui me disent que
c'est bon pour la promotion du leadership féminin. Donc, c'est des retours comme ça que j'ai tous les jours. Désormais, il y en a qui m'appellent écrivain, il y en a qui m'appellent auteur. Bon, c'est les petites choses qui ont changé jusqu'à maintenant. Il faut dire que le livre a été lancé depuis le 15 juillet seulement. Donc, c'est pas comme si ça faisait il y a 3 mois. Mais pour l'instant, c'est les retours que j'ai, les petits changements. Votre livre, il est vendu à 10 000 francs. C'est ça. Est-ce que vous ne trouvez pas ça inaccessible pour le commun des Béninois? Non, on a fait une certaine étude du marché et puis il faut prendre en compte le volume du livre, le nombre de pages. Déjà les librairies aussi dont on a parlé tout à l'heure. Et puis voilà, il y a certains détails qui sont rentrés en ligne de compte et qui ont fait qu'on a mis le livre à 10 000. Bon, en espérant que ça ne sera pas trop cher pour tous. Mais vos chroniques sont déjà disponibles sur les réseaux sociaux depuis que vous écrivez. Quelqu'un peut juste aller simplement lire toutes vos chroniques sur les réseaux sociaux et ne pas se gêner à aller acheter votre ouvrage. Est-ce que vous avez pensé un peu à ça? J'ai pensé à ça, mais j'ai aussi pensé à ceux qui m'ont demandé de le faire parce que sur les réseaux, c'est vrai, on peut consulter sur mes réseaux sociaux, mais c'est pas la même chose que de les avoir matérialisés dans un livre et de l'avoir dans une bibliothèque ou de l'offrir à quelqu'un qui peut-être ne connaissait pas. Quelle est la différence? Bon, j'estime qu'il y a une différence, c'est matérialisé. La matérialité du livre, c'est ça? C'est la différence. Et puis, vu que ça fait 5 ans que je le fais, on ne trouve plus forcément tous les textes sur les réseaux. Les réseaux sociaux ont toujours la mémoire, dans tous les cas. Oui, à partir du moment où personnellement, vos textes sont partagés, en recopiant ces textes, il y a certains textes que je n'ai pas retrouvés. Je ne sais pas par quelle magie, mais on ne retrouve pas forcément tout sur les réseaux sociaux. Vous avez écrit plusieurs textes, vous l'avez reconnu vous-même tout à l'heure, vous en avez écrit 500. Et c'est sûr que parmi ces textes-là, il y en a qui vous ont marqué. Quels sont les textes qui vous ont marqué le plus? En bien, d'abord. Alors, l'un des textes, je ne sais pas s'il faut appeler ça marqué positivement, mais l'un des textes ça peut surprendre les gens, c'est un texte que j'ai écrit récemment. Oui, depuis que je le fais. C'est le texte sur le vitiligo, qui est une maladie qui n'est pas très connue du public béninois, j'ai envie de dire. Parce que j'ai eu à faire la rencontre d'une jeune fille à l'occasion d'une réception, à la faveur d'une réception, qui avait cette tache particulière un peu partout, dans le visage, sur les mains, et qui était regardée en coin de l'œil, un peu bizarrement, pas tout le monde. Donc, moi, je connaissais le vitiligo, donc j'ai eu l'occasion quand même de l'appeler, de discuter avec elle sur les difficultés qu'elle avait par rapport à son intégration en société. Et elle m'a fait comprendre que c'est déjà depuis l'école, le collège et même à l'université qu'elle était rejetée. Parce que les gens ne connaissant pas cette maladie la trouvaient bizarre et puis pensaient que c'était contagieux. Donc, il m'est apparu important d'écrire à propos du vitiligo pour sensibiliser, pour expliquer que c'est une maladie comme toute autre, sauf que ça va en se dégénérant parce que le physique ou le corps de la personne devient de plus en plus blanc, quitte à faire croire qu'elle est en train de se décaper, mais en plus important. Et donc, il m'a paru important d'écrire par rapport à ça pour sensibiliser. Et je crois quand même que j'ai eu de bons retours de plusieurs personnes qui ne connaissaient pas la maladie et qui m'ont même remercié par rapport à cette sensibilisation et qui ont promis de faire mieux désormais parce qu'il y a même une journée contre la lutte, contre le vitiligo. Et donc, j'ai fait ressortir tous ces détails-là. J'ai expliqué un peu ce que c'est que la maladie et le fait aussi qu'il faut accepter ces gens-là qui sont des personnes entières comme nous, mais qui ont juste cette petite différence-là qui peut être un charme aussi pour quelques-uns qui en usent qualitativement, comme des mannequins assez reconnus qui utilisent cette insuffisance-là, si je peux appeler ça comme ça, pour marquer leur différence. Voilà. Quel a été le sentiment de votre amie après cette aide que vous lui avez apportée? Elle a été très touchée. D'ailleurs, elle était au lancement. Elle était au lancement le 15 juillet dernier.
elle a été très touchée par ce que j'ai pu faire, ma partition à ce combat-là. Et puis, c'était une surprise en l'invitant. Elle ne savait pas que son test aussi figurait dans le livre. Dans le livre. Et donc, forcément, elle était émue. D'accord. Voilà. En mal, quel est le test qui vous a le plus marqué, le test que vous avez écrit avec beaucoup de douleur? C'est le test sur la monoparentalité, qui est une actualité qui ne cesse pas de se faire présente quand même dans notre quotidien. Actualité selon laquelle une femme seule élève plusieurs enfants, ou rare fois aussi un homme élève tout seul ses enfants. Pourquoi vous dites rare fois? Ça aussi, ça coule les rues, hein? Peut-être que vous ne voyez pas ça, vous avez toujours... oui. C'est pas forcément les retours que j'ai, mais je pense quand même que le cas des femmes est beaucoup plus dominant. Oui, mais c'est la faute à qui? Bon, moi, je ne veux jeter la faute à personne, mais c'est un fait. Toujours est-il que c'est un fait qui est préoccupant et dont il faut parler pour voir s'il y a des possibilités d'éviter ou de trouver une façon de gérer ça ou d'aider ces parents qui sont seuls. Parce que normalement, un enfant doit être éduqué par son père et sa mère, mais de plus en plus, peut-être par malcompréhension, peut-être par fuite de responsabilité ou des questions familiales, je ne sais pas. Et des femmes surtout seules à élever des enfants, c'est pas, ça doit être la mer à boire. Oui. Donc, j'ai écrit ça avec beaucoup de douleur. J'ai écrit aussi le test sur les viols de ces petites filles-là, qui est devenu quand même... Vous voulez dire les violences basées sur le genre? Voilà, basées sur le genre, mais beaucoup plus les petites filles qui sont à jamais marquées par ce fait-là. C'est pratiquement les deux tests qui m'ont le plus marqué négativement. D'accord. Alors, si un lecteur achète votre livre et souhaite avoir des recommandations précises, est-ce que vous pouvez, en tant qu'auteur, recommander des textes ou bien vous allez lui demander simplement de tout lire? Non, il y a des tests qu'on peut recommander parce que l'autre challenge que je me suis donné à travers ces tests-là, c'est pas seulement de présenter, de développer, d'analyser, c'est aussi à la fin de donner des conseils et d'orienter les uns et les autres vers la bonne voie à suivre. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais je pense qu'entre le bien et le mal, nous savons tous faire l'équilibre et que nous savons ce qu'il faut faire au moment opportun. Donc moi, à travers mes tests, je pense que le professeur Djobounou en a parlé. Il a parlé du fait que ces tests-là changent un peu la qualité de vie sociale. Donc, à partir du moment où le professeur aussi a pu remarquer ça, je crois que en achetant le livre, beaucoup de citoyens béninois pourraient aussi se faire leur propre idée de cette affirmation-là. Alors, lorsqu'on parcourt votre ouvrage, c'est vrai que, vous l'avez dit vous-même, vos chroniques sont engagées, mais il y a certaines thématiques sur lesquelles vous êtes allé très fort, notamment, par exemple, les violences basées sur le genre. Alors, est-ce que les structures qui interviennent dans ce type de lutte se sont rapprochées de vous pour voir un peu comment travailler avec vous pour porter le message? Alors, c'est une très belle question. C'est une question opportune parce que, justement, comme vous avez dit, il y a dans le livre des thèmes qui font allusion quand même aux violences basées sur le genre et à tout ce qui concerne les souffrances de la femme. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore eu d'appel ou de signe. Mais quelles sont les démarches que vous faites vous-même? Vous n'allez pas non plus attendre que les gens viennent vers vous? Non. Par exemple, nous sommes déjà allés vers le ministère de la Culture pour essayer de voir s'il y avait un partenariat afin que le ministère en question puisse quand même acheter un certain lot de ces livres-là qu'on pourrait distribuer dans les bibliothèques nationales. Parce que, mis à part la politique et tout ce qui a été développé dedans, il y a des questions de culture aussi, puisqu'on parle de gastronomie locale. Oui. Et je pense que ce serait un partenariat gagnant-gagnant, puisque les populations, qu'elles soient jeunes ou même âgées, pourraient mieux découvrir à travers ce livre. Dans les bibliothèques, ce sera accessible pour tout le monde, pourraient découvrir un peu de quoi on parle à travers la gastronomie locale et même avoir des informations qu'ils n'avaient pas. Voilà.
Donc, à partir de là, je pense que ce genre de partenariat est important. Nous avons aussi l'INF, l'Institut national de la femme, qui pourrait aussi, avec qui on pourrait faire ce genre de partenariat-là, parce que dans le livre, il est question aussi de développement de leadership féminin, des mots qui minent l'épanouissement des femmes, et donc des livres qui pourraient sensibiliser d'une manière ou d'une autre par rapport à ce genre de questions. Donc, nous sommes ouverts à tous ces partenariats-là, ces genres de partenariats-là. Quels sont les thèmes que vous aurez voulu aborder, que vous n'avez pas encore abordés dans votre livre? Je pense que j'ai abordé suffisamment de thèmes. Au point où il est arrivé que je ne sache pas à propos de quoi écrire. C'est quand même fastidieux d'écrire 500 tests chaque jour. Vous devez prendre un texte. Et d'avoir de l'inspiration et que les sujets, les thèmes soient différents chaque jour. C'est quand même un gros travail. D'accord. Donc, il est arrivé que parlant d'inspiration, je ne sache pas à propos de quoi écrire, mais ça n'a pas toujours duré 2 heures ou 3 heures de temps. D'accord. Parce que, pas fini, j'ai toujours eu quelque chose qui m'a fait tilt et qui a permis que j'écrive mon test pour être fidèle par rapport à mes followers et ceux qui attendent chaque jour ces tests-là. D'accord, donc c'est un engagement quotidien que vous devez renouveler chaque jour. Oui. Mais à quel moment de la journée vous écrivez entre toutes vos occupations, préoccupations, vous écrivez? Souvent j'écris la nuit. Vous ne dormez pas la nuit ou quoi? Je ne dors pas tôt. Je suis une couche tard. J'écris plutôt la nuit parce qu'il y a du calme, tout est silencieux et moi, le silence m'inspire. Et souvent, quand c'est comme ça, c'est le premier jet, le premier test que je publie. Voilà. D'accord, automatiquement. C'est pour dire à quel point le silence m'inspire. En journée, c'est rare que j'écris parce qu'il y a trop de bruit, il y a d'autres responsabilités, donc il faut gérer. Okay. Mais sinon, la nuit, c'est toujours... Sinon, il peut arriver qu'en journée, un sujet me parle, que je note quelque part, mais je n'arrive pas à écrire à aucun autre moment que la nuit. D'accord. Et vous faites des manuscrits ou vous tapez directement J'écris directement sur mon téléphone. Sur votre téléphone? Oui, directement sur mon téléphone. D'ailleurs, j'embête souvent mon jeune frère, parce que c'est dans son inbox que j'écris tous les tests. Donc, à tout moment de la nuit, de la journée, ça crépite chez lui et puis il ne regarde même pas parce qu'il sait que c'est Anita qui est en train d'écrire. Donc, en fait, vous écrivez et vous lui envoyez? J'écris et j'envoie dans son inbox. Et puis après, je partage. Mais il y a tellement de tests chez lui que même quand j'écris à 1h tardive de la nuit, ça ne l'étonne pas. Il sait que c'est sa grande sœur qui est en train de travailler. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous donneriez un contact sur lequel on pourrait avoir accès à votre ouvrage. Allez-y, c'est le moment de le faire. Dites-nous où et comment avoir l'ouvrage, à quel numéro faut-il appeler et tout le reste. Voilà, alors le livre peut s'acheter pour l'instant si on appelle le 51 80 80 82, facile à retenir. Le 51 80 80 82, c'est le numéro de l'agence Signature Communication. Et je crois que entre 9h et 17h, si les gens s'appellent, on sera disponible pour le livrer, le livre en question, ou pour qu'ils viennent chercher s'ils sont disponibles eux-mêmes. Voilà, j'ai eu la chance de parcourir votre ouvrage et j'ai vu que le livre s'ouvre d'ailleurs sur un texte que vous avez écrit pour le président de la République. Est-ce un hasard ou un choix? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Mais pour faire court, je vais dire que... Non, pourquoi vous voulez faire court? Allez-y, dites-nous le détail. Est-ce que c'est un hasard que votre livre s'ouvre sur le chef de l'État? Non, à la base, c'est pas un hasard, parce que, évidemment, j'ai été consultée par la maison d'édition qui a mis de l'ordre dans les tests. Oui. Et donc, quand ils m'ont parlé de commencer par ce test-là, qui est un de mes tests les plus inspirés, forcément, j'ai dit oui. Vous auriez pu refuser? Non, parce que je suis en accord avec eux sur ça. Parce que j'ai écrit ce test-là, parce que le chef de l'État est, selon moi, une école tout entière. C'est un monsieur qui m'inspire, puisqu'on parle d'inspiration. Oui. Et que je fais tout ce que je fais sur la base d'inspiration. Je me suis dit à tout seigneur, tout honneur, allons-y. L'inspiration est subjective.
vous le savez. Ça ne m'a pas dérangé plus que ça. D'accord. Donc, oui, on a commencé le livre par un test par la revue politique, et donc par un test dédié au chef de l'État. Et qu'est-ce que vous avez dit dans votre texte par rapport au chef de l'État? Je suis curieux, les téléspectateurs sont curieux de savoir. Le test a pour titre des hauts talons et des centimètres ajoutés à la taille du Bénin et illustré par des chaussures hauts talons. D'accord. Pour expliquer un peu peut-être l'illustration, ça commence par au bruit marqué, rythmé et répété de hauts talons qui brise le silence d'un lieu, d'un espace et qui attire l'attention, qui ne se retournerait pas, ne serait-ce que pour avoir une idée de la personne qui signale ainsi son passage. Qui pourrait résister à des talons hauts? Question posée tant aux hommes qui ne sont pas indifférents face à une belle dame, qui porte cet accessoire, jusqu'aux dames qui ne s'en passent et ne s'en lassent presque jamais. Pour la défense des femmes coquettes et pimpantes qui adorent en porter, les chaussures hauts talons constituent de véritables accessoires de mode et de beauté qui non seulement augmentent agréablement de quelques petits centimètres la taille, reprécisent la démarche, rallongent les jambes, soulignent et embellissent le déhanchement, mais mettent également en valeur l'habillement. Donc, vous êtes parti de l'image et je vais y arriver là tout de suite. Je vais sauter. Chaussures. Je vais sauter. Pour en arriver. Je vais sauter au chef de l'État, c'est ça? Pour arriver directement. D'accord. On va laisser un paragraphe. Ce même schéma s'observe dans le cas du président de la République du Bénin, Patrice Talon, de l'annonce officielle de briguer à nouveau la magistrature suprême faite à la Maison des Jeunes. Voilà, je laisse les détails offerts à cette nouvelle par plusieurs citoyens béninois. En effet, qui veut changer de dirigeant quand le bilan de ce dernier est satisfaisant? Qui veut arrêter de porter des talons hauts quand ils sont d'une valeur ajoutée au look vestimentaire? D'accord. Donc, en fait, c'est un texte J'ai essayé de faire une similitude entre les hauts talons, les côtés positifs du haut talon et le nom du chef de l'État. C'est un test qui a été assez apprécié. Par qui? Le président lui-même l'a apprécié? Non, je n'ai pas eu le président. Vous avez la possibilité d'avoir le retour? Oui, c'est possible parce qu'il y a quand même de ses proches qui m'ont demandé la copie du test. Oui. Mais bon, je n'ai pas eu de retour. Anyway, de mes suiveurs, de mes followers, ils ont trouvé que le test était très bien inspiré. C'est à lire. Ceux qui vont acheter pourront lire jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est tout le premier texte. C'est le tout premier texte du livre. Et donc, voilà. J'ai eu de très bons retours par rapport à ça. Et c'est un test dont je suis personnellement fière aussi. D'accord. Merci à vous, Madame Anita Marcos. Nous avons parcouru votre livre. Vous avez parlé justement des conditions d'écriture, des conditions d'inspiration, de la disponibilité de votre ouvrage. Maintenant, je vais vous demander de conclure notre entretien en vous adressant directement aux téléspectateurs qui vous regardent et aux auditeurs qui vous suivent. Alors, je vais commencer par remercier toutes les personnes, tous les suiveurs qui, pendant 5 années, sont restés quand même fidèles à mes chroniques et qui, jusqu'à aujourd'hui, me font des retours par rapport à ces tests-là, des tests qui ont peut-être été écrits depuis 2-3 ans et qui continuent aujourd'hui de faire avoir des réactions. Je remercie tout ce monde-là. Je remercie tous ceux qui ont participé à l'édition de ce livre et je vais m'adresser en même temps à tout le monde pour dire que c'est un livre, c'est une pépite littéraire que moi-même j'aime appeler ça comme ça, c'est une pépite littéraire qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, qu'il faut offrir à ses proches, à ses amis, aux enfants d'un certain âge pour qu'ils puissent en rajouter un peu plus à leur culture. Voilà, donc j'invite tout le monde à s'acquérir quand même ce livre. Je ne dis pas ça parce que je suis l'auteur, je le dis parce que je sais ce que ça contient, c'est une petite merveille et forcément dans votre bibliothèque aussi ça fera des merveilles. Merci beaucoup à vous, Madame Anita Marcos, pour cette pépite littéraire que vous avez offerte aux Béninois. Vous l'avez dit vous-même, c'est une merveille que nous avons déjà commencé par parcourir et que nous vous recommandons vivement. Merci pour votre aimable attention. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'œuvre Un jour, une chronique de Anita Marcos, désormais disponible sur le marché du livre. Je vous retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Bon appétit à chacun et à tous et à très bientôt.